Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Lunettes Tropiques sont heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence et vous remercie de votre présence. Je voulais tout d'abord remercier le docteur Izem, ophtalmologiste à l'hôpital de Saint-Brieuc, d'avoir bien voulu animer cette soirée. Tropique a décidé de s'investir plus que jamais dans une campagne de dépistage sur les bébés et les enfants. Je vous remercie de votre attention. Je vais tout de suite donner la parole au docteur Izem sur son petit topo sur le développement de la vision de l'enfant et ses déviations. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Alors je vous fais part de ma modeste expérience. J'espère que je vais être claire, parce que j'ai pas trop l'habitude de parler devant autant de monde. Donc en fait, je suis praticien hospitalier et c'est un peu, je suis pas ophtalmopédiatre, mais je m'occupe quand même de beaucoup d'enfants, donc voilà. Et c'est un domaine qui m'intéresse, on va dire. Donc le développement de la vision de l'enfant et ses déviations, on s'est intéressé à ce sujet-là essentiellement par rapport à une notion de période critique qu'il ne faut pas rater. Et vous allez voir la suite. Donc, la fonction visuelle, en fait, c'est pas que une mesure d'acuité visuelle, mais c'est l'acuité visuelle, la vision binoculaire et la fonction du regard, qui est une fonction plus complexe. Et on apprend un petit peu à s'occuper. Hop, ça saute. Ah, ça a tombé. Alors, diapo. Oui, il a pas rien. Voilà. C'est toujours l'interlude de l'ordinateur qui plante. Surtout qu'il est un peu lent, donc allez. Alors en fait, je vais vous parler de plusieurs choses. Je prends mes papiers parce que je suis... voilà. Donc, le développement de la fonction visuelle chez l'enfant, les données expérimentales qui ont permis de connaître la période critique. La période critique qui s'étend de camp à camp. Des acquisitions normales, du développement anormal de la fonction visuelle et l'identification, ça je pense que vous savez faire autant que moi, des défauts visuels chez l'enfant et leur dépistage, je m'adresse au pédiatre, et l'examen du carnet de santé qui est qui existe depuis, enfin, sur les carnets de santé depuis 1995. Donc, ça c'est le plan. Donc, le développement de la fonction visuelle, on a bien sûr le développement de la vision au niveau d'un œil, qui est tributaire de la maturation anatomique et la maturation sensorielle. Et la maturation anatomique, on sait très bien que la taille de l'œil de l'enfant à la naissance est de 16,5 mm et qu'avec la croissance, elle va atteindre la taille adulte qui est de 24 mm. Le système optique convergent existe dès la naissance. Il est très très puissant chez les petits et il devient un peu moins puissant en grandissant. La maturation sensorielle tient au fait que la rétine à la naissance n'est pas tous les éléments existent, mais elle n'est pas encore mature. Et au niveau de la rétine, on a des cônes et des bâtonnets, et on sait très bien qu'il va y avoir migration pour que la fovéola atteint la taille, on va dire, adulte et la maturité de l'adulte. Il faut savoir que ce développement-là se fait de la naissance et à 45 mois, on a 30% de cônes qui sont, la concentration en fait des cônes, elle est de 30% par rapport à l'adulte.
La maturation fonctionnelle de l'œil, donc le pouvoir séparateur qui est l'acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité de l'œil de différencier deux points qui sont d'une distance, qui sont séparés d'une distance. La perception des couleurs, en fait, les enfants à la naissance différencient noir et blanc seulement. À 2 mois, ils perçoivent le rouge et un peu plus tard, rouge-vert. Et ils ne perçoivent toutes les couleurs que vers l'âge 4-6 mois. La perception de contraste, en fait, à la naissance, ils sont capables de percevoir un contraste qui se différencie de 10%. Et les adultes perçoivent un contraste différent de 2%. La perception du mouvement, ça reste pareil. En fait, le bébé perçoit le mouvement très très vite, même à la naissance, et cette perception ne change pas beaucoup au cours de la maturation de l'œil. Le champ visuel, il est à peu près de 30 degrés autour du point de fixation à la naissance et il atteint la taille adulte vers l'âge de 1 an. Ce qui est plus compliqué, c'est le développement de la fonction visuelle de la vision binoculaire, parce que ça demande des facteurs musculaires, de coordination oculocéphalique, la maturation corticale, et c'est quelque chose de très complexe. Il faut savoir qu'à la naissance, l'enfant, 2 mois, il a une relation bi-oculaire et que la fusion se développe à partir de 4 mois. Alors la fusion, c'est la possibilité justement de superposer l'image de l'œil droit et de l'œil gauche pour avoir une vision du relief. Donc, pour que la vision binoculaire soit performante, on a besoin bien sûr d'une image monoculaire qui soit nette de chaque côté, que ces deux images soient de qualité quasi identique, que ces deux images soient superposables grâce au parallélisme des deux yeux, et que les voies optiques intègrent et performantes pour assurer une bonne transmission de l'image. Donc, d'où la complexité de tout le développement du système visuel, et il ne faut absolument pas qu'il y ait un élément qui soit moins développé que l'autre. Les centres corticaux sont immatures à la naissance et leur développement comporte une première phase synaptogène de la naissance jusqu'à 8 mois et une deuxième phase de réorganisation jusqu'à 7-8 ans, d'où la définition de la période critique. En fait, un enfant a les capacités de voir, mais s'il n'est pas stimulé, si l'œil n'est pas stimulé, il n'y a pas de maturation des voies visuelles. Tout cela a été démontré en fait expérimentalement. On a Hubel et Wessel ont fait une tarsographie, c'est-à-dire ils ont fermé l'œil d'un chaton et ils ont vu qu'il a développé une amblyopie de privation. Leur expérience ont permis de montrer l'impact de la privation uni ou bilatérale sur le cortex visuel. Alors la période critique, elle débute vers l'âge de 3 mois parce que avant 3 mois les choses ne sont pas vraiment mises en place, on va dire ça comme ça. Et de 3 mois à 6 mois, les choses se développent, la rétine atteint sa maturité, la sensibilité maximale est de 18 à 24 mois et la période de sensibilité donc continue de façon décroissante jusqu'à l'âge de 6-7 ans et en fait on peut aussi essayer de rattraper les choses jusqu'à l'âge de 10 ans mais en faisant beaucoup plus d'efforts. Donc
Les différentes composantes de la fonction visuelle présentent à la naissance des niveaux de maturation différents. Elles s'individualisent dans leur organisation et leur développement au cours d'une période de plasticité plus ou moins longue, et les capacités du système visuel dépendent à des degrés divers de la programmation génétique et des phénomènes de maturation. Donc les acquisitions normales chez l'enfant, au premier trimestre, on teste en fait les réflexes. Réflexe de fixation, réflexe de mouvement conjugué des yeux. Au deuxième trimestre apparaît la synergie oculocéphalique, stabilisation des mouvements binoculaires, et l'acuité visuelle, elle est de 1 à 2 dixièmes. Au troisième trimestre, on a le développement de la coordination œil-main, et l'acuité visuelle est de l'ordre de 2 à 3 dixièmes. Et ce n'est qu'à la première année que l'acuité visuelle est de l'ordre de 3-4 dixièmes. Donc ça, c'est un tableau d'acuité visuelle et qui donne les méthodes d'examen. Alors, pour les tout petits, en fait, on teste la vision si on ne peut pas la tester en testant les réflexes de fixation et de menace, enfin de fermeture des paupières à la menace. On peut faire de l'électrophysiologie, c'est-à-dire des potentiels évoqués visuels qui vont tester la perméabilité des voies visuelles, ou alors en faisant tourner un espèce de cylindre avec des rayures et qui va provoquer le nystagmus optocinétique. Donc, de 2 à 10 mois, réflexe de fixation, réflexe de poursuite et test du regard préférentiel. Alors, c'est un test en fait qui existe depuis quelques années et qui est basé sur le fait que l'enfant va fixer une plage structurée et qu'une structure uniforme l'attire moins. À partir de 2 ans et demi, on peut tester l'acuité visuelle en fait en montrant des objets aux enfants et en leur faisant reconnaître ces objets-là. Et c'est vrai que nous, enfin nous, quand je dis nous, pratiquement en fait, on a un petit peu de difficulté entre 2 et 3 ans à vraiment mesurer l'acuité visuelle chez les enfants, parce que le test du regard préférentiel, on peut l'utiliser jusqu'à 18 mois, mais entre 18 mois et si on a un enfant qui répond, qui est coopérant, on va pouvoir lui montrer des dessins et il va répondre appareillement, mais sinon c'est compliqué. À partir de 3 ans, on peut tout utiliser. C'est-à-dire des échelles d'acuité visuelle, et il y en a de plusieurs types. Je cite là l'échelle de Snellen et de Rosano. Alors Snellen c'est de loin, Rosano c'est de près. Après 5 ans, c'est le paradis. On arrive à les faire répondre quand ils n'ont pas de problème autre. Alors ça c'est une échelle de Snellen. Alors, quand on a un développement anormal, en fait, on aboutit à une amblyopie ou à une malvoyance. La définition de l'amblyopie, je pense beaucoup la connaissent, mais je vous la relis. C'est un trouble fonctionnel lié à un mauvais développement de la vision et à sa régression si elle est déjà établie. Alors, ce qui est intéressant dans cette notion d'amblyopie, enfin notion non, ce qui est intéressant dans la notion de période critique, c'est qu'on peut rattraper l'amblyopie en stimulant la vision. Et je pense que les orthoptistes sont bien placés pour savoir ce que c'est. Alors, l'amblyopie fonctionnelle est due au strabisme, à une amétropie forte bilatérale et aux anisométropies. À savoir que strabisme, souvent, c'est des strabismes liés déjà à une amétropie. Donc, ou alors l'amblyopie organique, et par rapport à l'amblyopie organique, c'est des choses un peu plus complexes à prendre en charge. La malvoyance,
Alors la définition de la malvoyance, c'est quand on a le meilleur œil qui voit moins de 4/10. Ça se décline en malvoyance moyenne, avec une acuité visuelle entre 1 et 4/10, malvoyance profonde avec une acuité visuelle de moins de 1/10 et cécité totale moins de 1/20. Sauf que par, je ne sais pas, principe, on parle très rarement, surtout aux parents, de cécité. Cécité, on en parle quand l'œil n'existe pas. C'est-à-dire, par définition, s'il y a la moindre vision, il faut la stimuler. Même si c'est moins d'1/20. Et ça, j'ai une toute petite expérience avec des enfants malvoyants, et quand on les stimule, on obtient quand même des résultats qui nous étonnent. Alors, les défauts visuels, c'est ou des troubles de la réfraction, ou des strabismes, ou des pathologies oculaires. Alors, les troubles de la réfraction, les myopies, c'est les moins fréquents chez les enfants. Les hypermétropies, par définition, les tout petits sont hypermétropes physiologiquement, mais il ne faut pas que ça dépasse 2 degrés. L'astigmatisme est en 3e position. L'anisomotropie, en fait, c'est la différence de réfraction entre les 2 yeux. Et quand on a une différence de 1,5, l'œil qui a une perturbation plus importante devient amblyope si on ne le prend pas en charge. Donc, les strabismes, la fréquence est de 4%. Les risques d'amblyopie secondaire sont de 30 à 60%. Je trouve que ce chiffre est un peu exagéré, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a certainement 30%. Et le fait de dépister a permis de diminuer ce chiffre-là à 15%. Donc, d'où l'intérêt que tout le monde y mette la main à la pâte, on va dire ça comme ça, parce que les ophtalmos sont un petit peu submergés, on va dire. Alors, strabisme par trouble moteur et strabisme par trouble sensoriel. Alors, les plus fréquents, c'est les strabismes par trouble sensoriel, c'est-à-dire quand on a un trouble de la réfraction qu'on n'a pas corrigé, ou on peut avoir un trouble sensoriel parce qu'on a un problème de rétine. Ça, c'est plus compliqué à prendre en charge. Les pathologies oculaires, alors on a des cataractes congénitales qu'on voit de moins en moins en principe, parce que la prévention est beaucoup plus performante. La grosse étiologie, c'était la rubéole et des cataractes congénitales, et heureusement qu'on en a presque plus. Les dégénérescences choriorétiniennes, ça, on a pu dépister, on ne les arrêtera pas. Les lésions des voies optiques, la rétinopathie des prématurés, ça c'est des pathologies qui sont un petit peu en augmentation, tout simplement parce que par rapport aux prématurés, on a une réanimation néonatologiste qui devient de plus en plus performant. Donc on garde des bébés de 25 semaines et de 700 grammes. Et en fait, le risque de la rétinopathie prématurée, c'est dès qu'on a un bébé de moins de 30 semaines et de moins 1,5 kg. Donc on a un bon pourcentage de bébés à surveiller par rapport à la rétinopathie des prématurés. Sauf qu'il faut dire que la rétinopathie des prématurés est liée à l'oxygénation. C'est-à-dire, en fait, au départ, comme c'est des enfants qui ont des dysplasies pulmonaires, on les saturait en oxygène, et de cette saturation, il ne faut absolument pas qu'elle dépasse 90%. Les malformations colomateuses, les glaucomes congénitaux, le nystagmus congénital, la chromatopsie et les traumatismes. Les traumatismes de l'enfant, c'est multiple et varié. J'en parle pas particulièrement. Alors le dépistage, je pense que vous le faites tous. Ce qu'il faut chercher, c'est les antécédents familiaux, les
antécédents péri- et postnataux, la scolarité, l'observation de l'entourage, les photographies, le comportement de l'enfant, les torticolis, les attitudes vicieuses de la tête. Et puis on va examiner l'enfant pour voir comment il fixe, comment il suit. Et on recherche les déviations oculaires. Et on termine par un test stéréoscopique de langue. Alors le test de langue, ça s'adresse à des tout petits. À partir de 6 mois, ils sont capables de détecter. J'ai pas de test de langue. C'est une espèce de carte postale avec 3 images qui se détachent en relief. Et l'enfant est capable d'aller chercher l'acuité visuelle, donc mesurée œil par œil, de loin à 2,50 m ou à 5 m. Et le test le plus utilisé, c'est le test de Picasso. Et en fait, c'est des dessins. Il y a le chat, le soleil, la fleur, enfin bref. Alors ça, c'est une cataracte congénitale qui est bien obturante. C'est vrai que maintenant, l'attitude par rapport aux cataractes congénitales, on n'opère que quand elle est obturante, c'est-à-dire quand elle bouche la pupille et qui ne permet pas du tout le passage du rayon lumineux. Et on s'adresse encore plus urgemment aux unilatérales, aux bilatérales, mais enfin on les opère quand même toutes. Ça aussi c'est une cataracte. Ça c'est une pupille blanche par rapport à l'autre. Ça je pense que tout le monde est capable de voir ça. Ça c'est un colobome irien. Je ne sais pas si la diapo est claire. Ça c'est un glaucome. Alors, d'un côté, on a une grosse buffetane, En fait, l'œil de l'enfant est très extensible et quand il y a une hypertonie oculaire, le diamètre cornéen s'agrandit. Et quand on a un enfant de ce style-là, buphtalmie, il faut tout de suite soupçonner une hypertonie oculaire. C'est pas forcément le cas, mais c'est quand même à éliminer. Ça, c'est une leucocorie. Alors, leucocorie, c'est l'œil de chat amaurotique, c'est-à-dire c'est la pupille qui a une couleur particulière et c'est évocateur de rétinoblastome, à savoir que si c'est un enfant de plus de 2 ans, il faut vraiment s'inquiéter. Ça, c'est un strabisme. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Alors, quand on a ce genre de petits, vous comprenez bien que le développement visuel il va être perturbé si on ne fait pas une prise en charge précoce. Ça aussi, c'est un strabisme. Et donc, l'équipement optique pour les strabismes, c'est la première des choses quand on n'a pas, bien sûr, une cause organique. Quand on a un enfant strabique, nous, notre hantise, c'est de voir un problème organique. Une fois que le problème organique est éliminé, à ce moment-là, c'est correction totale et prise en charge de... Alors ça, c'est un exemple de monture très intéressant, mais qui n'est pas du tout efficace pour les petits. Alors, il faut savoir que les petits, ils vous regardent comme ça, parce qu'ils sont petits. Et si vous ne leur faites pas une monture qui prend tout, eh ben, ils vont regarder comme ça et ça ne marche pas. C'est comme s'il n'a pas des lunettes. Alors, voilà. C'est pas pour faire de la pub, mais comme... En fait, il faut absolument que l'enfant soit à l'aise dans ses binocles. Ça veut dire que s'il ressent une gêne, ils n'ont pas de nez, ils ont des oreilles tendres, donc s'il sent la monture au niveau de la racine du nez ou derrière les oreilles, ça ne marche pas. Donc le choix de la monture est quelque chose de prioritaire quand on prescrit des lunettes et on explique ça aux parents et je pense qu'ils le comprennent très bien. Alors souvent ils sont étonnés de dire
Ou à 6 mois, il va mettre des lunettes. Eh bien oui, parce que vous lui mettez des chaussures et vous les accepte. Ça fait partie de l'habillement. Mais il faut que les parents soient d'accord, en fait. Ça, c'est une correction bifocale. C'est dans les strabismes accommodatifs où, pour éviter à l'enfant d'accommoder de trop pour la vision de près, on lui donne une surcorrection de près. Ça, c'est une monture pareille qui dépasse les soucis. Alors, l'examen du 9e mois, donc il est sur le carnet de santé depuis 1995. C'est une méthode qui a été adaptée par Dr Vital Durand, qui est un il est chercheur à l'INSERM, mais neurophysiologie, je pense. Oui. C'est un chercheur en neurosciences. Et donc, le principe, c'est que l'enfant va regarder une plage structurée plus qu'une. Alors, cet examen, il est justifié car 20% des enfants auraient un défaut visuel nécessitant un suivi. La coopération à cet âge-là est les plus faciles à obtenir. Le strabisme facilement mis en évidence, je vais dire que ça dépend, mais il faut le rechercher. L'amblyopie encore peu profonde et occlusion et correction sont bien acceptées à cet âge-là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que vous avez expliqué en fait aux parents ce que vous voulez, ça marche. Alors ça c'est les cartes de bébé vision tropique. Donc vous voyez bien que en fait le principe c'est des lignes séparées, des lignes noires séparées par des lignes blanches, et selon le nombre de cycles par plage, on a un calcul qui donne l'acuité visuelle. L'orthoptiste expliqueront mieux que moi ça. Je connais le principe. Donc, en fait, il faut que l'examen soit fait dans un lieu neutre, on va dire. On va présenter les cartons de façon aléatoire à l'enfant et on a un trou d'observation. Et puis on va voir le mouvement des yeux qui va aller rechercher l'endroit où il y a le dessin. Voilà. Ça c'est le même test derrière un paravent. Donc, ce test est basé sur le regard préférentiel. On fait œil par œil, mais on commence avec les deux yeux. La recherche du strabisme, elle fait en fait en mettant un écran, sauf que les tout petits, en fait, ils supportent très peu l'écran. Et moi, j'ai pour habitude de poser mon pouce, tout simplement, et ça marche. Il ne faut pas trop les agresser. Alors, on teste la convergence, la réaction pupillaire. On peut tester avec des lunettes de dépistage. Et je pense qu'il y a un pédiatre qui a fait une valise, pour ne pas le nommer, c'est le Dr Buisson. La plaquette de langue pour la vision du relief. Et la sciascopie, en fait, c'est un examen qui nous permet de déterminer le défaut de réfraction. Et on termine par le fond d'œil, bien sûr. Alors, il faut retenir qu'on a une période critique de 3 mois à 7 ans et qu'avant 3 ans, toute mesure de l'acuité visuelle est approximative. Alors, ce qui est important à retenir, ce n'est pas la valeur vraiment de l'acuité visuelle, mais la différence d'acuité visuelle entre l'œil droit et l'œil gauche. Et si on a une acuité visuelle différente d'un côté et de l'autre de 2 dixièmes, il faut voir. Est-ce que ça veut dire que l'enfant utilise un œil et pas l'autre? Donc, l'importance de la mesure de l'acuité visuelle œil par œil. Et bien sûr l'importance du dépistage de l'amblyopie. Alors,
ce que je vais dire suite à ma conclusion, c'est que c'est vrai que maintenant, par rapport aux ophtalmologistes, on sait très bien s'occuper du strabisme et des amblyopie, mais on a une population qui arrive qui a des problèmes neurovisuels, et les problèmes neurovisuels sont beaucoup plus complexes, et que s'occuper des malvoyants, entre guillemets, ou des syndromes pédiatriques, ça peut vouloir dire qu'il faut qu'on travaille en équipe, parce que sinon on ne s'en sort pas, et que les circuits de pédiatres, orthoptistes, ophtalmos sont nécessaires à fonctionner en fait, parce qu'on a des pathologies complexes. On a éliminé des choses qui étaient beaucoup plus simples, c'est-à-dire les cataractes congénitales, on en a de moins en moins, mais les syndromes entre guillemets bizarroïdes et les perturbations liées à la prématurité et les enfants IMC, alors c'est infirmité motrice cérébrale, ont des perturbations complexes. Et si on ne travaille pas en groupe, on ne fonctionne pas beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je remercie vivement le Dr Isem pour son exposé. Après ce qui vient d'être dit, on est tous un peu convaincus de l'importance que représente la vue des bébés et des enfants. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir, d'accord, de solution efficace si les équipements ne sont pas adaptés. Voilà. C'est pourquoi l'OPIC a mis au point des lunettes qui vont être sur mesure sur beaucoup de points. Vous êtes ici des opticiens, des ophtalmologistes, des orthoptistes, des pédiatres. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui chez Tropic pour développer le dépistage, pour développer le bon équipement des tout-petits. On a un petit peu changé, on va dire, de politique en règle générale, puisqu'aujourd'hui on a développé le shop-in-shop. Le shop-in-shop, ce serait le principe d'un magasin dans le magasin, c'est pour qu'on traduit. Le principe serait d'avoir de réels spécialistes enfants dans les régions. Donc le principe, c'est de développer une réelle spécialisation des opticiens, de telle façon à ne plus avoir, plus on fait d'enfants, plus on va pouvoir mieux conseiller, avoir un choix, parce que si on fait 2 enfants par an, il est vrai que dans un magasin, on va difficilement investir dans 130 montures. Le but, c'est justement de développer un magasin en tant que spécialiste. On a des montures qui vont être adaptées. Tropic est connu depuis donc une bonne trentaine d'années pour avoir des montures qui sont sur mesure. Sur mesure parce que non seulement on va avoir des tailles qui vont du 32 au 46, c'est-à-dire qu'on peut équiper aussi bien un nourrisson qu'un, je sais que ça ne me va pas mais je le fais à chaque fois, presque ma taille. Donc on peut équiper aussi bien des nourrissons et des enfants jusqu'à facile 8 ans. Ça c'est sur mesure au niveau des tailles, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, sur un même type de gamme. On va avoir aussi sur chacune des montures des nez en silicone, 6 nez à chaque paire de lunettes, c'est-à-dire que non seulement on va avoir la morphologie au niveau de la taille, au niveau du fait, comme le disait le Dr Isem, ça monte bien jusqu'au sourcil, et on va avoir 6 nez sur mesure, qui vont avoir de différentes tailles. On va pouvoir adapter pour qu'elles se posent sur le nez de l'enfant. Et puis une autre particularité, c'est le fait d'avoir des branches qui vont être réglables dans la longueur. Auparavant, les montures en acétate plastique classique avaient des branches en plastique, sauf que lorsqu'un enfant a une morphologie, on en voit beaucoup, avec l'oreille qui est assez proche de la face du visage,
on se retrouvait avec des branches ajustées en gros très très loin, et la branche descendait en bas dans le cou. Là aujourd'hui, on va avoir des montures adaptées, des montures sur mesure au niveau du nez, et des montures réglables dans la longueur de la branche. C'est au rôle de l'opticien en fait, de pouvoir ici enlever le petit manchon et ajuster la longueur. Donc on est vraiment sur des montures sur mesure. On a des matériaux aussi qui ont évolué, comme cette monture-là, c'est celle-ci, c'est de l'injecté. Donc le mouvement qui est fait là, c'est celui-là. Au niveau de la matière, on est sur une matière qui est souple, qui permet de ne pas avoir de pièces métalliques au niveau de la charnière. C'est la monture elle-même qui est souple. Elle va quand même avoir à ce niveau-là une partie plus rigide, rien n'est incassable, mais c'est aussi parce qu'on a un besoin, si on est sur mesure au niveau du nez, des branches, etc., il faut qu'on puisse faire des réglages. Donc il faut qu'on ait une certaine rigidité au niveau de l'axe, de telle façon à pouvoir régler les lunettes. Si c'est tout caoutchouc, c'est vrai que ça se règle juste à la forme du visage. On est en fabrication et en technicité française, d'ailleurs on le marque sur les branches, parce que ça... Et on a un taux de SAV, on a eu un taux de SAV en 2009 inférieur à 10%, on est sur l'enfant. Sur l'enfant, le taux de casse est loin d'être le même que celui d'un adulte. En gros, si vous mettez une monture tropique à un adulte, vous ne le revoyez plus pendant des années et des années. Ce ne serait pas forcément très intéressant. Donc on a 107 références en optique. Donc la monture acétate, c'est celle que je vous ai montrée, avec des formes rectangles, mais je précise tout de suite qu'elles ont un pont très bas. C'est-à-dire qu'avec le nez en silicone, la base de nez est carrément sur la partie inférieure du verre, donc en fait on est le centre pupille bien centré au niveau du verre. On va avoir des formes rondes, des formes ovales, et on a aussi une gamme, donc là c'est les béquilles injectées, celles que je vous ai montrées, hein, qui sont souples sans pièces métalliques. Et vous avez par contre la gamme, ce qu'on appelle môme, donc là c'est pour les un tout petit peu plus grands, on va dire pas avant 4 ans. C'est la seule monture en métal qui n'a pas donc, de plaquette, qui va avoir un petit capot à l'intérieur de telle façon à mettre le même nez en silicone que sur les lunettes en plastique. Donc en fait on va se retrouver avec une monture en métal, mais qui va se poser sur le nez de l'enfant exactement comme une plastique avec le petit nez en silicone. Ça c'est pour éviter, ici avec le petit nez en silicone, c'est pour éviter de passer aux montures en métal avec plaquettes qui ne se posent nulle part, puisque c'est censé se poser sur les pentes de nez que n'ont pas les enfants. On a aussi 33 références en solaire. La solaire, elle est un petit peu particulière parce que justement à la base elle est comme ceci, une paire de lunettes solaires, et elle a le nez en silicone sur mesure, donc elle est aussi sur mesure, les branches qui se règlent dans la longueur, et on va pouvoir enlever les branches et pouvoir mettre ce petit masque. Tac, voilà. Et là, ça devient une paire de lunettes de sport, de ski, avec le petit coussinet à l'intérieur. Et là va sortir incessamment sous peu le petit masque de natation aussi. C'est-à-dire le même petit masque, mais qui sera avec le silicone de telle façon à pouvoir aller dans l'eau. 2 yeux pour une vie, c'est une citation du docteur Badoche qui a créé, qui a contribué, on va dire, à la création du nom de Tropique. Tropique, c'est pas juste parce qu'on rêve de Caraïbes, de palmiers, etc. Les lunettes tropiques, en fait, le nom vient surtout de la tropie, et non pas des tropiques et des palmiers, quoique des fois. Là, on voit un enfant qui est justement équipé avec une monture tropique, avec un nez en silicone, et on voit bien que la monture va monter jusqu'aux sourcils, qu'elle ne va pas être gênée par les joues qu'ont les enfants, et qu'elle est bien centrée au niveau de la hauteur, et qu'elle se pose au niveau du nez avec le petit nez en silicone. Puis en plus, elle a de très très beaux yeux. Alors, il faut savoir donc le marché en chiffres sur le bébé et l'enfant. En Côte d'Armor, il y a 591 915 habitants. Il y a 38 730 enfants de 0 à 5 ans. On a dit, je crois que ça a été cité tout à l'heure, on a un petit peu minimisé le chiffre de telle façon à avoir des chiffres encore plus minimes que ceux qui existent. 15% des enfants de 0 à 5 ans qui vont avoir une amétropie. Donc 15% d'enfants qui ont une amétropie, ça représente 5810 enfants qui sont censés porter des lunettes.
Or, il n'y a que 20% de ces enfants qui sont dépistés au jour d'aujourd'hui, ce qui représente en fait 1162 enfants qui sont dépistés. Sachant qu'un enfant représente un équipement et demi par an, il faut savoir que le marché aujourd'hui, il est de 1743 paires de lunettes, hein, c'est-à-dire 1162 fois 1,5, alors que le marché potentiel, il est de 8715 équipements. Donc, pour pouvoir faire évoluer le marché, il faut pouvoir dépister plus. Voici la carte de la Côte d'Armor. Les opticiens doivent avoir ces schémas dans le petit livret qui a été donné à l'accueil, avec les différentes villes, les différentes populations et les différentes statistiques sur donc, le nombre d'enfants. Donc il y a quand même de quoi faire. Vous avez aussi dans le petit livret justement des statistiques, des listings ville par ville avec le nombre de naissances, enfin avec le nombre d'habitants, etc. Vous avez aussi un listing avec le nombre d'ophtalmos par ville, le nombre d'opticiens, enfin vous avez beaucoup de chiffres dans ces, dans ces catalogues, il y a de quoi lire. Alors, notre but, c'est d'installer une quinzaine de shopping shops dans le 44. Aujourd'hui, auparavant, dans le 22. J'ai doublé. On va doubler les chiffres, c'est bien 15. Une quinzaine donc, de shopping shops dans le 22. Parce que dans le 47, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. Dans le 22. Une quinzaine de shopping shops. Auparavant, dans le 22, on avait peut-être beaucoup plus de dépositaires tropiques. Aujourd'hui, on veut vraiment faire une différence. On veut vraiment que les opticiens soient des référents pour les ophtalmos, pour les orthoptistes, pour les pédiatres, pour la population, en tant que réels spécialistes de l'enfant et du bébé. Le shopping shop, ce n'est pas juste un opticien qui achète des montures. Le shopping shop, ça comprend un coin enfant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire en sorte que l'enfant soit à l'aise quand il vient donc, dans le magasin, qu'il ait son environnement, on va dire, et qu'il ait un choix on sait que ça lui est destiné. Alors là, ce sont des photos du magasin Tropique qui est à Paris, d'accord? On ne vous demande pas d'avoir ça non plus dans le magasin. Il y a dans les petits catalogues, justement, on va voir, il y a des pactages qui sont sur mesure en fonction du magasin. Mais le but, c'est vraiment de devenir le spécialiste. Donc ça, c'est le type un petit peu de meuble, de présentoir qui peut être fait. Après, tout dépend effectivement. Les magasins, c'est pas quelque chose qui est unique pour tout le monde. Qu'on ait un magasin de 30 mètres carrés ou un magasin de 150 mètres carrés, évidemment, c'est très variable. Il y a du mobilier. Le mobilier, donc c'est important pour le fait que l'enfant soit à l'aise. Il y a l'implantation d'une collection bébé et enfant. Le but, c'est quand même d'avoir du choix si on est spécialiste. Et il y a aussi, donc ce n'est pas tout, c'est pas simplement on vous vend des montures. On vous vend des montures, il y a un réel coin enfant et il y a aussi une formation et un suivi personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a une formation pour les opticiens faite par Tropique sur la spécialisation bébé et enfant. Ça veut dire comment choisir les montures et comment prendre les différentes mesures, ça c'est une chose, mais il y a aussi la bonne lecture d'ordonnance, la compréhension des différents strabismes, la compréhension justement des amblyopies et des cas un petit peu particuliers, de telle façon à ce que quand vous recevez une ordonnance, vous puissiez être apte à vraiment faire le suivi, et le suivi psychologique des parents, parce que justement, parfois lorsqu'on dit aux parents votre enfant de 9 mois ou votre enfant de 15 mois va devoir porter des lunettes, c'est souvent en fait chez l'opticien qu'il se lâche et voir qu'il pleure. Il y a des fois un refus total des parents, etc. Donc dans cette formation, ça comprend aussi la prise en charge psychologique des parents, évidemment le bon équipement de l'enfant et je vous dis la bonne lecture de l'ordonnance. Et un côté un petit peu, on va dire, non pas d'orthopsie, mais compréhension de tout ce qui se passe derrière quand il y a un suivi justement par une orthoptiste.
Il y a aussi un suivi personnalisé, c'est-à-dire qu'il y a un service technique qui est en relation avec vous pour tout type de problème que vous pourriez avoir, que ce soit un problème purement technique sur les montures, ou que ce soit un problème différent, justement, d'approche par rapport à un enfant ou quoi que ce soit. On préfère avoir aujourd'hui moins en nombre d'opticiens qui vendent du tropique, mais vraiment des opticiens qui ont ce désir justement de s'investir dans l'enfant, sachant que c'est un marché qui effectivement ne peut que augmenter, puisqu'un enfant vient rarement seul choisir ses lunettes. Il y a un marketing médical et grand public. Donc j'ai commencé, on veut aussi développer le dépistage, donc avec des trousses de dépistage pour les pédiatres, je crois que le docteur Idem en a parlé, avec des tests de dépistage pour les ophtalmos et les orthoptistes, avec des affiches dans les différentes salles d'attente, etc. Donc il y a aussi toute une communication au niveau médical dans ce projet. Et les objectifs sont vraiment de devenir spécialiste, l'intervenant référent pour les lunettes, pour les bébés et les enfants. On a mis en place un petit livret chez Tropique qui permettrait de faire un suivi et des offres particulières chez vous, chez les opticiens, en tant que spécialiste. Ça, c'est le recto qui explique un petit peu qu'est-ce qu'une monture Tropique. Et de l'autre côté, en fait, le principe serait de pouvoir avoir des services supplémentaires au magasin. Certes, bon, un deuxième équipement avec la monture solaire que je vous ai montré, de verre à la vue pour 25 €, mais ça on trouve certaines offres. Ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est d'avoir des services qui vont être vraiment beaucoup plus destinés à l'enfant et au bébé. C'est-à-dire les pansements oculaires, les opticlues, des orthopades, et les Pressonnes au tarif remboursement sécu, et d'avoir tout ce qui est Filmomat, Filmolux, Filmocristal et Riser gratuitement en tant que service. C'est-à-dire que même si un enfant n'a pas fait forcément les lunettes chez vous, l'orthoptiste qui doit faire poser un riser peut l'envoyer effectivement chez vous pour poser le riser gratuitement. C'est vraiment d'avoir des services qui sont destinés aux petits. Alors le programme de la formation, je ne vais pas tout dire, mais le but c'est d'avoir, à part les chiffres, l'aménagement du coin enfant, les problèmes de morphologie avec le choix d'équipement. Ce qui est important, parce que ça vous êtes quand même, enfin les opticiens sont opticiens, c'est voilà, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui intéresse particulièrement, c'est généralement la compréhension des différents strabismes, la compréhension et l'interprétation des ordonnances, la prise en charge psychologique, les différentes pénalisations et les différentes prises de mesures, et puis aussi l'approche de l'enfant avec des petits trucs pour pouvoir approcher un enfant de 15 mois qui ne veut pas se laisser faire à essayer les lunettes, et puis l'approche psychologique des parents. À la fin de la formation est remis donc un diplôme d'opticien spécialiste du bébé et de l'enfant qui fait donc référence dans le magasin en tant que fille. Il est nominatif, donc la personne qui a suivi donc, la formation. Non, ça je l'ai dit, donc là c'est bon. Donc je vais terminer. Ah bah non, pas changé. C'est pas changé. Donc je remercie, mais là si je cache là, ça cache pas. Donc je termine en remerciant vivement le docteur Izem, pas le docteur Péchot, pour son excellent exposé, sa contribution dans le domaine de la phtalmopédiatrie. Je vais changer d'image. Non, je remercie vivement le docteur Izem d'avoir bien voulu animer cette conférence. Je vous remercie à vous tous et à vous toutes d'être venus ce soir.